Adieu cette équipe. Alors cette fois je monte jusqu'en haut du Jura pour m'intéresser à une espèce que j'adore, les chauves-souris. Alors je vous propose de monter avec moi jusque là-haut, mais on va pas rester que dans le Jura, on va même aller jusque dans les Alpes pour découvrir des espèces assez rares. Salut tout le monde, re-bienvenue. Cette fois je suis sur le Jura, toujours pour mes petites chauves-souris. Et aujourd'hui on est en train de faire le swarming. Je vais vous expliquer ce que c'est après, mais d'abord je vais vous présenter l'invité de marque de cet épisode. Notre bon vieux JD qui est là aujourd'hui, qui m'accompagne sur le terrain. Est-ce que toi, tu as déjà été sur le terrain comme ça pour voir, capturer des chauves-souris, les manipuler, etc. Alors jamais pour les manipuler, jamais dans des conditions comme celle-ci avec des scientifiques, des biologistes sur le terrain. Mais j'ai fait des petites choses sur la pipistrelle, donc une chauve-souris de ville. Mais là on est vraiment... tu m'as invité dans une espèce d'expédition avec beaucoup de gens qui sont spécialisés. Et surtout il y aura des espèces différentes, c'est ça que je me réjouis. Quand on se réjouit, les conditions sont incroyables. Et adieu tout le monde. Alors moi c'est Laura Clément, je travaille pour le CCO et bienvenue ce soir sur ce merveilleux site de la Petite Chaux, qui est un site de swarming où on va passer toute la nuit à capturer des chauves-souris. Sur le terrain, c'est toujours le même protocole. On capture les chauves-souris, ensuite on fait tout un tas de prélèvements et de mesures sur ces chauves-souris qui permettent de nous en apprendre plus sur leur écologie. Alors à votre avis, combien de temps peut vivre un petit mammifère comme ça, sachant qu'on dit que plus un mammifère il est petit, moins il vit longtemps. 10 ans. Pas mal, ça peut vivre encore bien plus longtemps que ça. Donc là j'ai un oreillard dans les mains, on veut dire que ça peut vivre jusqu'à 25 voire 30 ans. Les chauves-souris, en tout cas en Europe, il y a toute une partie de l'année où elles sont en hibernation. Tout le métabolisme de la chauve-souris diminue, donc en fait c'est comme si elles se mettent un peu sur pause pendant quelques mois de l'année. Donc elles ralentissent leur métabolisme et du coup c'est une des explications qui fait qu'elles vivent très longtemps. Donc du coup là on est en présence, il y a un groupe de 3 espèces qui s'appelle le groupe des moustaches, qui sont 3 espèces de murins qui se ressemblent énormément. Dans ces 3 espèces, on a le murin à moustache, on a le murin de Brandt et on a le murin d'Alcatoé. Donc c'est 3 espèces très similaires et pour distinguer ces 3 espèces, c'est très facile si on a des mâles parce que le pénis, il a une forme différente entre ces différentes espèces. Donc si on a des mâles, c'est facile et si on a des femelles, c'est un petit peu plus compliqué et là on va regarder des critères qui sont dans la bouche et au niveau des dents. Dans la soirée, tu as dit un truc super intéressant, on connaît pas grand-chose des chauves-souris. Ouais. Il y a plein de mystères encore qui sont autour des chauves-souris. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas et il y a beaucoup de choses qui sont encore à découvrir. Donc là, on sait que tu as 4-5 espèces qui viennent tout le temps ici se reproduire, qu'elles ont fini leur période de mise bas en été et elles vont toutes sur ces sites de reproduction. Mais les 3/4 des sites, on ne les connaît pas. Il y a plein d'espèces, on ne sait pas du tout où elles vont, on ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas leurs mœurs, on ne sait pas comment ça se passe, quoi. C'est pas comme les oiseaux où c'est facile, il y a un mâle qui chante, qui fait des parades, qui attire la femelle, ils se reproduisent. Là, on ne sait pas, ça se passe de nuit, on n'a aucune idée. C'est méga excitant parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis encore une fois, comme je le disais avant, ces sites de swarming qu'on a sur les crêtes du Jura, ils sont un petit peu exceptionnels et même au niveau européen, c'est des sites assez exceptionnels. Il n'y a pas d'équivalent, je veux dire, il n'y a pas plein de sites de swarming partout qui sont connus. Il y en a certainement plein, mais on ne les connaît pas. Et puis pour ça, il faut qu'il y ait des biologistes ou des chiroptérologues ou des gens passionnés qui viennent sur place, qui viennent mettre des filets, faire de l'acoustique, regarder l'activité des chauves-souris, etc. Donc voilà, tout est à faire encore. Trop bien, parfait. C'est quand même une dinguerie ce qu'elle dit, Laura. Il y a encore tellement de choses qu'on ne connaît pas sur les chauves-souris. Et moi, j'ai envie de m'intéresser maintenant aux gens qui font de plus en plus de découvertes sur où vivent les chauves-souris. Donc j'ai contacté Marc Bastardo, un ami biologiste qui travaille pour le CCO Vaud. Et son travail, c'est justement d'aller découvrir des nouvelles zones où habitent les chauves-souris, bien sûr, pour les protéger. T'as vu ce but? Oh là là, c'est ça que j'ai envoyé. Oh mon dieu, c'est un hérisson ton truc. Ouais, elle est énorme, elle m'a fait peur quand j'ai sorti.
Alors celle-là, on voit bien qu'elle a, cette sérotine commune, qu'elle a une forme de poire vraiment, qu'elle est énorme. Ça, c'est parce qu'elle a encore un petit dans le ventre. Et du coup, on va pas la garder longtemps. Il y a une bonne partie des espèces qui vont faire leur gîte de reproduction du coup dans le milieu bâti. Le risque qu'il y a pour ces colonies, en fait, vu qu'elles mettent tous bas au même endroit, au même moment presque, c'est en gros si par exemple le propriétaire du bâtiment rénove le bâtiment à ce moment-là, bah, il peut faire échouer toute une année de reproduction. Et du coup, toute une année de reproduction pour des espèces où il y a des fois, les sérotines, il pourrait y avoir entre 50 et 100 femelles au même endroit. Ça fait peut-être un quart de la population du canton, donc faire échouer un quart de la population du canton, c'est énorme. Et du coup, après, bah, faire des contrats avec les propriétaires pour qu'ils ne puissent pas justement rénover leur bâtiment pendant la période de reproduction. Et s'ils rénovent leur bâtiment, essayer de prendre en compte les chauves-souris dans la rénovation. La sérotine commune, dans le canton de Vaud, il y a une seule colonie qui est connue. Donc c'est une bonne découverte pour la région ici. Là, c'est une super découverte, ouais, c'est vraiment c'est top, quoi. Nice. C'est le genre de surprise qu'on voulait avoir en mettant des filets ici. Hein. Et c'est aussi ça qui est incroyable quand on fait des captures de chauves-souris. En fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu sais jamais à quel moment de la soirée ça va venir. D'un coup, tu as une espèce hyper rare qui passe dans tes filets. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de retrouver l'endroit où elle va aller après ce soir, une fois qu'elle aura l'émetteur sur elle. Ouais. Alors ça, c'est la petite candidate qu'on va essayer de retrouver demain. Pour retrouver du coup la colonie de toutes les sérotines qu'on a eues. Là, on en a eu déjà 5 pour l'instant. Donc on sait qu'il y a une colonie qui doit vraiment être toute proche d'ici. Du coup, c'est vraiment une des espèces qui nous intéresse. Et en plus, elle a un jeune maintenant, donc c'est pile le bon moment. Là, on va préparer l'émetteur radio. Et on va lui coller ça sur le dos avec une colle, en fait, c'est une colle vétérinaire qui tient plus ou moins 10 jours, 2 semaines. Du coup, dans 10 jours, elle va perdre l'émetteur. Et puis le poids de l'émetteur, c'est pas un dérangement pour elle? Alors c'est très léger, hein. Il y a des lois qui existent, on n'a pas le droit de mettre quelque chose qui est plus lourd que 5% du poids de l'animal. Et ça va la déranger pour 2 semaines, mais elle arrive très bien à voler en fait, c'est pas un gros dérangement vraiment. Et pour le bénéfice que ça peut avoir en fait, c'est la meilleure chose à faire en gros, niveau bénéfice-risque. Et ben voilà, phase 2. Alors maintenant on va prendre le détecteur pour l'émetteur justement, Ouais. Et on va chercher d'où vient le bip bip. Et comme on a posé l'émetteur hier, on espère qu'il est encore sur lui et surtout on espère qu'il émet encore. Donc si on entend des bip bip bip, c'est bien. Donc je vais mettre le micro comme ça, vous l'avez en direct live avec nous. Attention. Chaque soirée est un peu une petite surprise en soi. Ouais, c'est par là que le signal il vient. Peut-être dans la cheminée là. Cette année, dans le cadre du projet que tu as mené avec tes collègues au CCO Vaud, vous avez trouvé combien de colonies et de combien d'espèces différentes? Alors on a trouvé au minimum 6 colonies, peut-être une 7e qu'on est toujours en train de chercher là, et de 4 espèces différentes. Donc en fait, quand il y a un budget qui est alloué à la recherche de ce genre de site à protéger, c'est faisable quand même. Oui, c'est faisable, mais après il faut les budgets, il faut les gens qui soient motivés aussi à le faire. C'est quand même 18 nuits en été que tu passes à capturer les chauves-souris, et c'est les nuits les plus belles où il fait beau que tu passes sur le terrain, mais moi ça me gêne pas du tout, mes collègues non plus. Moi j'aime bien te suivre aussi, jusqu'à 2 heures s'il faut, 3 heures même plus. En tout cas Marc, merci beaucoup de m'avoir laissé t'accompagner sur le terrain, c'était hyper intéressant. Puis j'espère que vous avez trouvé toutes les colonies du canton de Vaud, quoi. Merci bien. Je présente la maléfique Julia Vindy. Salut Victor. Salut, tu vas bien? Bien et toi? Je t'en prie, installe-toi. Alors aujourd'hui on est là pour parler des chauves-souris, c'est ça? C'est ça exactement. Moi j'avais déjà collaboré avec CCO Vaud, donc avec Marc. Oui, ouais. Et vous êtes le CCO Valais. C'est un peu ça exactement. Ok. Avec un nom un peu différent parce Ok. qu'on fait toujours différemment les choses ici. Ah bon, le Valais c'est toujours un petit peu différent. Mais C'est bon. ça. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas la petite pipistrelle qui est tombée dans la véranda. C'est Exactement. une autre espèce un petit peu plus brutale quand même, on va dire. C'est ça, qui a un plus gros gabarit. Ouais. Et puis là, c'est une espèce en fait que j'ai travaillé dessus qui s'appelle le grand murin. Et en fait, c'est une espèce qui est devenue très rare un peu partout en Suisse parce qu'il déteste la lumière. Et comme on le voit un peu partout, il y a de plus en plus de lampadaires, il y a des maisons qui sont de plus en plus illuminées, les églises aussi se font illuminer partout. Et ça veut dire qu'il y a des espèces qui disparaissent, dont le grand murin. Vu qu'il y a de la lumière partout, l'idée c'est de faire des couloirs où il n'y a plus de lumière. Comme ça, les espèces qui sont lucifuges,
elles peuvent quand même aller où elles doivent en évitant la lumière, simplement. Parce qu'elles chassent plus haut dans la montagne ici et elles logent en bas, donc elles ont besoin de pouvoir monter, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, c'est une espèce qui chasse dans les forêts pour chasser en fait des carabes, en l'occurrence. Des Donc, petits c'est coléoptères, c'est ça, hein? qui crapahutent par terre, qu'elles attrapent au sol d'ailleurs. Et concrètement, cette trame noire, comment tu l'as mis en place? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vers l'église et puis j'ai regardé par où les chauves-souris qui sortaient de l'église passaient pour rejoindre la forêt. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait des zones où vraiment on voyait elles passaient bien, où il faisait déjà assez sombre. Puis d'autres où on voyait elles voulaient passer, mais elles prenaient vraiment énormément d'auteur avant de pouvoir tracer. Donc en fait, la commune, elle était déjà assez intéressée parce qu'ils savaient qu'ils avaient vraiment une colonie d'une espèce qui est très intéressante, qui est devenue rare. Ils étaient très ouverts à la discussion et puis ils ont été d'accord en fait d'éteindre certains lampadaires. Puis surtout là, c'est des femelles qui doivent nourrir leurs jeunes, donc le plus d'énergie qu'elles gardent, le mieux c'est, parce que ça veut dire qu'elles peuvent mettre cette énergie dans la production de lait et puis donc ça veut dire que leurs petits vont mieux grandir aussi. Plus de chances de survivre, ouais. Voilà. Donc il y a la colonie qui est dans l'église qu'on voit derrière ici et on voit aussi l'endroit où elles sortent, donc ce petit trou par là-bas. Donc c'est de là qu'elles vont sortir rejoindre justement leur site de chasse qui se trouve dans la forêt, sur la montagne et plus loin. Alors juste ici, vous voyez qu'il y en a un qui est encore allumé, mais de ce côté, il y en a à peu près 3 qui sont éteints et qui permettent aux chauves-souris de directement sortir de l'église, là où elles nichent, jusqu'à la montagne derrière moi où elles chassent. Donc on va patienter, on va espérer voir les chauves-souris sortir de l'église, mais comme on est en 2021, il y a un immense orage qui est en train de se préparer, qui va certainement nous tomber sur la gueule. Donc on va voir si on a de la chance ou pas. Enfin, c'est comme ça. Allez. Bien évidemment, on s'est pris l'orage en pleine poire, donc on n'a pas vu les chauves-souris. Mais si vous avez envie de les voir, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez voir en direct la colonie de chauves-souris qui vit à Fuy. Cette fois, ça y est, il a arrêté de pleuvoir pour de bon et j'ai reçu un coup de fil de Clara qui travaille pour le professeur Philippe Christ et elle m'a dit que ce soir elle faisait des captures à l'université de Lausanne. Autant vous dire que c'est juste à côté de chez moi. Donc j'ai foncé sur le terrain et aujourd'hui on est de nouveau là pour capturer des daubintons. J'espère qu'on va avoir de la chance. C'est parti. Alors ce soir on vient capturer des chauves-souris et en fait on est au bord d'une rivière et au bord du lac parce qu'on cible une espèce particulière qui est le murin de daubinton. Le murin de daubinton il chasse sur l'eau, c'est pour ça qu'on installe nos filets, notre hard trap sur l'eau pour les capturer quand ils chassent. Et puis à côté de la recherche, évidemment, à l'UNI, il y a aussi un travail d'enseignement, donc on forme les étudiants et on les forme aussi sur le terrain. Donc ce soir, on a la chance d'avoir un étudiant de master, il y a une étudiante, Clara, qui fait sa thèse sur ces murins de daubinton. Et ce soir, là, pour la première fois, on a 2 stagiaires qui viennent de terminer leur bachelor, qui nous accompagnent. Et puis il y a Olivier Glaiseau du musée de zoologie avec lequel je collabore depuis 20 ans. Donc ton métier, en quelque sorte aussi, c'est de la gestion d'équipe. Tu as toute une équipe qui est derrière toi pour les recherches que ton groupe fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, moi, je dois aussi trouver des financements, donc je dois aussi écrire des projets pour trouver des financements. Et puis après, le travail concret, c'est surtout en fait les doctorants et les post-doctorants qui font vraiment le travail sur le terrain. Mais toi, tu gères ça d'une main d'acier, tu vérifies quand même ce qu'ils font. Je suis très très dur. C'est bien, t'as raison. Alors on y va? On y va. Allez, c'est parti. Il y a une colonie en plus qui habite dans un arbre juste au-dessus, donc on a de grandes chances qu'elle passe et qu'elle vienne sous ce pont. Et c'est pour ça qu'il y a l'équipe qui est en train d'installer un hard trap pour essayer de capturer les chauves-souris ce soir. On verra ce que ça donne. Je mets une lunette de vieux parce que voilà, le problème des filles. Donc toute l'équipe là, elle est en train d'installer les filets à l'embouchure de la rivière. Donc juste derrière vous en fait, il y a le lac. Et on espère que les chauves-souris vont sortir du sous-bois ici, de la forêt, en suivant la rivière pour venir chasser sur cette zone ici. Donc c'est comme ça qu'on espère capturer certaines espèces qui vont se déplacer par ici. On verra ce que ça donne ce soir. Eu le temps de finir d'installer nos filets, qu'il y a déjà les premières chauves-souris qui se sont faites capturer. Le protocole c'est toujours le même. On attrape les chauves-souris et on prend des mesures sur ces chauves-souris. Alors effectivement, en Suisse, on est assez gâté parce qu'on a une trentaine d'espèces de chauves-souris. Mais par rapport au nombre de chauves-souris qu'on trouve sur la Terre entière, c'est minime parce qu'on a plus de 1000 espèces de chauves-souris. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, donc moi, je travaille sur l'écologie des chauves-souris, mais quand on travaille sur l'écologie des chauves-souris, bien, on travaille aussi, l'écologie, c'est aussi l'interaction entre les espèces. Hein. Donc, il y a les interactions entre espèces de chauves-souris, entre chauves-souris et ce qu'elles mangent, mais aussi avec toute une faune, un cortège d'espèces qui vit
sur eux ou à l'intérieur d'elles et qui sont les parasites. En Justement. l'occurrence, le groupe du professeur Philippe Christ s'intéresse particulièrement à leurs parasites. On va regarder qu'est-ce que tu as capturé hier soir comme parasite, on va voir quelle espèce il y a. Voilà, moi j'ai commencé à étudier les parasites des chauves-souris avec ces espèces-là. Donc c'est un petit acarien. Mais en gros, c'est des mouches qui sont parasites de chauves-souris. Et là, en fait, on voit bien qu'elle est un petit peu rouge au milieu. Donc en fait, elle vient de manger. Donc elle a mangé un petit peu de sang de chauve-souris. Alors ce qu'on voit principalement sur ces lames, c'est les globules rouges. Et en fait, au milieu de ces globules rouges vivent en fait nos petits parasites qu'on cherche nous. Et là, paf, je viens d'en trouver un. Il est bien posé au milieu de mon écran. Et ça, cette petite chose, en fait, c'est un trypanosome. C'est un des parasites sanguins qu'on peut trouver chez les chauves-souris. Donc ceux que j'étudie, moi, c'est les cousins de la malaria, Polychromophilus, et ça ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est différents stades de maturation du parasite, et on est censé voir ça sur les lames. La moitié des espèces sur Terre sont des parasites. Donc si on regarde que la biodiversité, ce qui nous importe, c'est le nombre d'espèces, si on prend ça comme mesure, ben, les parasites, ils jouent un rôle important. Le but de la science, c'est d'augmenter notre connaissance générale, hein, et puis après, ben, évidemment, de pouvoir partager. Ce serait bête que les gens à travers le monde fassent tous la même chose. Hein. Donc on travaille tous en réseau, les connaissances sont partagées, et puis comme ça, ben, on a le niveau de connaissance générale qui augmente. C'est génial que tous ces scientifiques partagent entre eux leurs connaissances. Et moi, ce que je trouve aussi super important, c'est de partager ces connaissances directement avec le public. C'est le but de la série Back to Wild. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5.